Bienvenue dans cette webconférence que nous avons intitulée Créer des opportunités pour les jeunesses rurales. Nous sommes ravis de vous accueillir ce matin nombreux. Je suis Hélène Lecomte et je serai l'animatrice de cette rencontre. Maintenant, vous présenter nos invités. Gabrielle Légeret, vous êtes responsable stratégie et plaidoyer de l'association Chemin d'avenir, une association qui accompagne les jeunes des territoires ruraux et des petites villes, à qui vous proposez du mentorat. Vous allez poser le constat, vous allez nous expliquer quels sont les freins rencontrés par ces jeunes qui vivent sur ces territoires. Et vous nous direz également en quoi consiste le mentorat. Alors le chef de l'État, certains ont pu, je pense, savoir cette information, était hier en déplacement, en Seine-Saint-Denis et a déclaré souhaiter que le nombre de jeunes bénéficiant de cette mesure passe de 25 000 actuellement à 100 000 fin 2021, puis 200 000 en 2022. Donc c'est un sujet pleinement d'actualité. Vous nous expliquerez en quoi consiste le mentorat. Rachid Mdam, vous êtes coordinateur du campus connecté du Vigan, une commune isolée du Gard d'un peu moins de 4000 habitants située au sud du Massif central. Vous allez nous présenter votre campus et nous parler des étudiants que vous accompagnez. Marianne Loiseau-Neil, vous êtes directrice du CRAGEP Occitanie. Le CNAGEP porte en France le dialogue structuré européen et vous nous direz de quoi il s'agit. Vous nous parlerez de la campagne de cette année et notamment de son objectif numéro 6 intitulé « Des opportunités pour les jeunesses rurales ». Certains remarqueront qu'on a emprunté ce titre à notre webconférence. Et vous nous direz quelle est la dynamique dans la région Occitanie de ce dialogue structuré, autrement appelé Provox en France. Guillaume de France, vous êtes conseiller d'éducation populaire et de jeunesse à la direction des services départementaux de l'éducation nationale du Lot. Vous avez participé à une étude menée en 2019 intitulée « Jeunes et ruralité du Lot ». Vous nous en parlerez. Vous nous expliquerez quels étaient les objectifs poursuivis et ce qui s'est passé depuis. Sur votre territoire et ailleurs, je crois, vous allez nous en parler dans le détail. Voilà, alors avant que nous ne débutions nos échanges, je vais passer la parole à Dominique Terré, qui est statisticienne à la Direction régionale de la cohésion sociale et qui coordonne la Post-Occitanie. Nous nous sommes dit avec Dominique qu'il serait intéressant pour introduire le sujet de nous arrêter sur la notion de ruralité, sur sa définition d'un point de vue statistique. Elle va donc nous expliquer rapidement comment l'on caractérise les territoires ruraux et comment cela se traduit dans notre région pour mieux développer ensuite des actions politiques publiques en faveur, notamment pour ce qui nous concerne, en faveur des jeunes de ces territoires. Dominique, c'est à vous. Bonjour à tous. Dans un petit Larousse des années 50, l'adjectif rural occupe deux petites lignes pour mentionner son origine latine qui signifie campagne. Mais c'est un mot qui fait sûrement écho de façon différente à chacun d'entre nous. Et la notion de ruralité et d'espace rural, qui sont des termes généraux, recouvre une grande diversité de territoires. Il n'existait pas vraiment de définition officielle du territoire rural jusqu'à il y a très peu de temps. Et pour comprendre les difficultés rencontrées pour l'élaboration d'une telle définition, je vais présenter succinctement différentes approches possibles. Je m'appuie notamment pour cela dans un avis qui a été rendu par le Conseil économique, social et environnemental de la région Occitanie en septembre 2020 et qui s'intitule « Les ruralités, des solutions d'avenir pour l'Occitanie, comment la mosaïque de nos territoires ruraux participe à l'équilibre et au dynamisme régional ». On vous mettra les liens d'un certain nombre de documents à la fin de ma présentation. Je vous invite en tout cas à aller voir ce document qui est tout à fait intéressant et présente notamment dans ses premières pages une bonne position historique. Alors la première approche qu'on peut prendre pour aborder le territoire, c'est le territoire tel qu'on le voit, au sens visuel du terme. L'INSEE a défini des unités urbaines. Une unité urbaine, c'est une commune ou un ensemble de communes présentant une zone de bâti continue, de telle sorte qu'il n'y ait pas de coupure de moins de 200 mètres entre deux constructions, zone qui compte au moins 2000 habitants. En outre, chaque commune concernée
doit posséder plus de la moitié de sa population dans cette zone bâtie. Et une fois qu'on a défini les unités urbaines, eh bien, tout ce qui n'est pas dans les unités urbaines, ce sont les communes rurales. Donc, une définition par défaut. Une autre façon de considérer le territoire au sens visuel, c'est la grille de densité. Là, ça consiste à découper le territoire en carreaux de 1 km de côté, et au sein de chaque carreau, on calcule la densité de population. Je vous passe les détails techniques avec des seuils, etc. Et ça permet de distinguer 3 catégories de communes. Les communes dites urbaines, c'est-à-dire densément peuplées, les communes à dominante urbaine de densité intermédiaire, et encore une fois, tout ce qui n'est pas urbain, eh bien, on va le mettre dans des communes rurales faiblement peuplées. Nous, en France, on a 90% des communes qui sont dans ces communes rurales. Et la deuxième approche qu'on peut considérer au niveau quand on construit un zonage, c'est l'espace d'influence des villes, approché à travers la concentration de l'activité économique. Alors, par exemple, dans les aires d'attraction des villes, qu'on appelle, qui étaient avant les aires urbaines, on va déterminer des pôles de population et d'emploi et la couronne des communes autour de ces pôles. Et on va dire, l'aire d'attraction de la ville, c'est celle qui regroupe les communes, donc au moins 15% des actifs travaillent dans le pôle. Et enfin, la dernière approche que je veux évoquer dans cet esprit d'influence des villes, ce sont les bassins de vie. Les bassins de vie, donc le bassin de vie, c'est défini comme le plus petit territoire sur lequel les habitants ont accès aux équipements et aux services les plus courants. Il y en a environ 1600 au niveau de la France, et on a défini des bassins de vie qui ont été qualifiés de ruraux. Alors en Occitanie, on a 215 bassins de vie, et les 2 tiers sont des ruraux. En fait, on se rend compte que ce découpage en bassins de vie ruraux n'a vraiment pas été très utilisé. Et donc, pour en revenir au document auquel je faisais allusion au départ, qui est l'avis rendu par le Césaire Occitanie, ce document montre que pour ces rédacteurs, l'approche des ruralités qui est à privilégier sur le plan opérationnel est celle d'une typologie qui a été réalisée par un groupe de chercheurs en 2011, à la demande de ce qu'on appelait à l'époque la DATAR. Et cette typologie conduit en fait à la carte que vous avez sous les yeux, que je vais détailler. Le premier élément, c'est que pour construire ces types de campagnes, les chercheurs ont considéré qu'ils n'allaient pas s'occuper de la totalité du territoire, mais qu'ils allaient travailler en dehors des unités urbaines de 10 000 emplois et plus. Sur la carte, vous avez ça dans les parties qui sont grises, donc les communes qui sont de 10 000 emplois et plus, et bien évidemment tout le tour de Toulouse qui est blanc. Et de fait, cette étude concerne 58% de la population d'Occitanie, avec cet aspect-là. Alors, pour comprendre cette carte, il faut d'abord savoir que ces chercheurs ont utilisé 40 critères. 40 critères pour chaque commune. Parfois, ça a été pris au niveau du canton quand ils n'étaient pas disponibles pour la commune. Ces critères étudiés recouvrent en 3 champs, la partie espace, population, conditions de vie, avec des choses comme les temps de trajet domicile-études, les temps de trajet domicile-emploi, la densité de population, l'indice de vieillissement, enfin bon, des éléments comme ça. Le deuxième champ concerne l'emploi et les activités économiques, avec évidemment le taux de chômage, la part des actifs occupés à temps partiel, et des choses comme le poids de la sphère agricole et alimentaire dans l'emploi. Et enfin, le troisième lot de critères concerne les paysages, avec la densité d'artificiel bâti, la densité de culture permanente, de prairies, et les aspects reliefs, évidemment, le dénivelé. Donc, cette étude de 40 critères par commune produit un résultat qui permet d'identifier 3 grands types de campagnes en France, dont certaines sont subdivisées. Le premier grand type, ce sont les campagnes des villes, des littoraux et des vallées urbanisées. On a ici, dans les couleurs qui vous sont présentées, le marron qui correspond à la première couronne des grandes agglomérations.
Ce sont les espaces les plus urbanisés, très bien pourvus en services et commerces. Les revenus des ménages sont élevés avec de faibles disparités. Dans la couleur orange, on va se trouver dans ce qu'on peut appeler les secondes couronnes des grandes agglomérations, mais aussi les couronnes des villes moyennes. Et là, on a toutes les catégories socio-professionnelles, mais on reste avec des revenus de ménages élevés. Quant à la partie rose, elle identifie le littoral avec une croissance démographique alimentée surtout par l'arrivée de populations de tous âges et de toutes catégories socio-professionnelles. Mais on a dans cette zone-là des difficultés sur le plan de l'emploi avec notamment des actifs qui sont à temps partiel, donc en situation toujours précaire, et ici dans un poids plus élevé au niveau de cette zone du littoral. Et à l'inverse de ces zones qui sont relativement avec des revenus plutôt élevés, on trouve les campagnes vieillies à très faible densité. Et là, dans la partie vert foncé, on a un environnement très rural avec un éloignement des grandes métropoles et des communes qui perdent des habitants, mais qui perdent des habitants dans la partie des actifs, mais qui en fait voient arriver plutôt des employés, des ouvriers, voire des seniors. Dans le vert clair, on a toujours dans des zones à faible revenu un plus grand brassage de population, une arrivée de seniors, un taux de chômage et une part du travail à temps partiel importante aussi. Et quant à la zone bleue, alors là, j'aurais tendance à dire, c'est pas le no man's land, mais enfin, c'est quand même tous les territoires qui sont marqués par un éloignement très important des services et commerces d'usage courant, et également des établissements scolaires. Pour terminer donc sur ces catégories, la dernière catégorie, elle s'intitule campagne agricole et industrielle. Industrielle, en fait, c'est pour le nord de la France, parce que l'étude portait sur l'ensemble de la France, et nous, on est plutôt dans des campagnes agricoles où là aussi il y a de faibles revenus, avec du jaune qu'on trouve plus spécialement, je dirais, dans le département du Gers. Et donc, dans cette typologie dont je viens de présenter les résultats, j'ai bien dit au départ, les chercheurs, ils ont fait le choix d'exclure les unités urbaines de 10 000 emplois et plus. C'était une façon pour eux de définir les communes du territoire rural, mais a priori. Ils auraient pu choisir soit un autre critère discriminant le rural et l'urbain, voire un autre seuil. Et ça montre bien qu'au moment où cette étude a été faite, il n'y avait pas vraiment d'accord sur ce qu'on appelle le territoire rural. Donc, pour que des études puissent être comparées dans l'espace et dans le temps, il faut d'abord s'accorder sur cette définition. Et dans les premiers travaux que le gouvernement a demandé de faire lorsqu'il a mis en place l'agenda rural en septembre 2019, ça a été à un groupe de travail de leur dire, bon, maintenant il faut définir l'espace rural. Et le choix qui a été fait pour la définition de l'espace rural, c'est ce dont j'ai parlé au début. Il a été choisi de s'appuyer sur la grille de densité. Mais comme vous l'avez vu au début, cette grille de densité, en fait, mettait davantage en évidence l'urbain, puisque le rural, c'était plutôt tout ce qui n'était pas urbain. Le choix a été fait de scinder en deux la classe qui concernait le rural. C'est-à-dire que on trouve ici, dans le vert clair et dans le vert foncé, pour le vert clair, la partie rurale peu dense, et pour le vert foncé, la partie rurale très peu dense. Ce qui donne en fait une représentation du territoire français à partir de ce carrelage de 1 km de côté en 4 catégories. Alors, je précise donc que, comme vous le voyez sur le camembert, là, il y a 40% de la population de l'Occitanie qui est dans ces zones qui sont des communes rurales peu denses ou bien très peu denses. Et c'est à partir de ce découpage géographique que des études vont être menées. L'INSEE est en train de travailler pour déterminer des types de communes rurales, de territoires ruraux,
pour savoir quelle politique publique mettre en place. Et les études vont être produites incessamment sous peu, enfin dès le mois d'avril. Il y aura une étude au niveau national et des études aussi au niveau de chaque région. Bon voilà, j'en ai terminé pour cette présentation rapide de ce qui concerne une façon de caractériser les territoires ruraux. S'il y a des questions concernant la présentation de Dominique sur cette partie plus statistique, n'hésitez pas à les poser, puis on les relaiera un petit peu plus tard. Alors, on va commencer avec Gabrielle Légeret, donc de Chemin d'Avenir. Gabrielle Légeret, vous faites le constat à Chemin d'Avenir que les élèves éloignés des grandes métropoles font face à une addition d'obstacles qui nourrit leur autocensure et qui réduit le champ des possibles. Les jeunes éloignés des grandes métropoles, dites-vous, et de leurs opportunités sont pleins de ressources, de motivation. Ils ont les capacités, mais pour autant, ils partent avec une longueur de retard. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont ces obstacles, de quel ordre sont-ils? Et vous parlez aussi d'effets cumulatifs. Qu'est-ce que vous entendez par là? Oui, alors bonjour et merci de l'invitation. Peut-être 2-3 chiffres avant de commencer dans les obstacles. Nous, on n'est en rien des géographes ou des scientifiques. En revanche, ce qu'on observe, et ça, ce sont des chiffres de l'INSEE, je crois, c'est que plus de 3 millions des moins de 20 ans vivent dans des communes de moins de 2000 habitants. Donc, ça représente 23% des jeunes Français. Et que près de 7 millions d'entre eux grandissent dans des villes de 2000 à 25 000 habitants. Donc, 42% des jeunes Français. Et quand on entend des communes de 25 000 habitants, c'est pas la ruralité à proprement parler, mais on reste parfois, souvent même très loin des métropoles. Quand on habite à Moulins, par exemple, c'est pas aussi évident que lorsqu'on habite à Clermont ou dans la banlieue de Clermont-Ferrand de choisir son avenir. Et ensuite, 70% des élèves appartenant à des familles des catégories populaires sont scolarisés hors éducation prioritaire et sont souvent scolarisés dans ce qu'on appelle la ruralité. Donc, ces élèves, ils viennent cumuler des obstacles à l'heure de leur avenir. Ce qu'on voit, c'est qu'à catégorie socio-professionnelle équivalente, à résultats scolaires équivalents, les défis qu'ils doivent affronter les placent dans une situation de départ nettement moins favorable que les jeunes parisiens, lyonnais ou bordelais, avec des conséquences individuelles et collectives qui sont graves et dommageables, notamment en matière de cohésion nationale. Donc, les obstacles cumulés par ces jeunes, quels sont-ils? Donc, nous, au sein de Chemin d'Avenir, nous avons identifié une série d'obstacles qui sont en chaîne, en fait, et qui viennent freiner ces jeunes dans la construction de leur parcours. Ils peuvent être considérés séparément, mais ils gagnent vraiment à être appréhendés conjointement afin de mieux saisir les mécanismes à l'œuvre dans l'orientation de ces jeunes. Le premier, je dirais que c'est le manque d'information. Dans les zones rurales et les petites villes, l'information est moins accessible, ce qui réduit d'autant le champ des possibles. On est à 42% des jeunes des 42% des 17-23 ans issus des zones rurales qui ont le sentiment de ne pas avoir eu suffisamment d'informations pour s'orienter. C'est 10 points de moins qu'en agglomération parisienne. Et donc, ces biais d'information viennent se nourrir de plusieurs facteurs conjoints. D'abord, souvent des familles moins informées et pourtant décisives. Toutes les formations et toutes les professions ne sont pas représentées au sein de ces territoires. Certaines actions viennent à étayer l'information relève du défi lorsque l'on élève ses enfants loin des grandes villes, se rendre aux journées portes ouvertes d'un établissement, appréhender les différents classements des écoles par filière, échanger avec des étudiants ou des professionnels. Et ces vecteurs d'information participent d'une orientation consciente et avisée. Et ils sont, c'est une évidence, moins facilement accessibles dans les territoires éloignés des grands centres urbains. Enfin, je dirais qu'il y a aussi la mobilisation d'un carnet d'adresses à même de démultiplier l'information et l'enrichir, qui s'avère plus improbable dans un territoire de montagne ou une zone rurale qu'au cœur de Lyon ou de Bordeaux. On a aussi des structures d'information qui peuvent être moins accessibles. Les jeunes des petites villes et zones rurales accèdent plus difficilement à des structures d'information. On a moins de rôle modèle. Chez Chemin d'Avenir, on croit beaucoup à la question du rôle modèle et c'est pour ça qu'on a mis en place un système de parrainage. Mais un jeune montagnard qui rêve de devenir chirurgien aura quand même plus de difficultés à se rendre à la faculté de médecine pour parler à un étudiant qu'un jeune lyonnais. Et Internet ne résout pas trop. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va nous dire qu'il y a plein d'informations sur Internet, et encore faut-il s'y retrouver dans ce millefeuille entre savoir quelles sont vraiment des formations qui sont reconnues par l'État, qui sont reconnues
tout court, un jeune qui va taper, qui adore les maths et qui va taper métier maths, il va peut-être tomber sur prof de maths, mais il ne va pas forcément tomber sur data scientist, il ne va pas forcément tomber sur les écoles d'ingénieurs. Et tout ça, ça rend l'information complètement floue. Ensuite, le deuxième obstacle, vous l'avez évoqué Hélène, c'est l'autocensure. C'est pas pour moi, et peut-être une des phrases que j'ai le plus entendues de la part de nos jeunes qui ont intégré l'idée qu'ils n'avaient pas le droit à tout. Le phénomène d'autocensure est un frein d'autant plus redoutable qu'il va se nourrir d'autres obstacles. Ce qui explique l'autocensure, ce sont les différentes contraintes qui s'imposent aux jeunes des zones rurales et des petites villes. Donc, un phénomène qui peut s'expliquer notamment par l'absence de rôle modèle. Je crois que ce sont 42% des jeunes interrogés dans les villes-centres qui estiment avoir une telle source d'inspiration contre 27% dans les villes isolées et dans les territoires ruraux. Donc, c'est un écart qui va engendrer des inégalités dans la mesure où, d'une part, la famille et l'entourage constituent la principale source d'information pour s'orienter, et où, d'autre part, l'aspiration mimétique est un puissant ressort chez les jeunes qui cherchent leur voie. Ensuite, il y a la question de la fracture digitale. Je prends vraiment des pincettes quand je viens sur ce sujet-là, mais les jeunes dont l'accès à Internet et à la communication téléphonique est limité apparaissent d'autant plus marginalisés que l'accès à la population, l'accès de la population française au réseau s'est élargi. Elle s'est élargie, mais c'est pas parce qu'on a Internet chez soi que c'est très facile d'y accéder. Et encore faut-il comprendre comment Internet fonctionne. C'est pas parce qu'on utilise Snapchat de façon très, très fluide et très intelligente que on peut bien s'en sortir pour tous les autres outils. Donc, c'est à la fois un problème d'infrastructure et d'accès au réseau. C'est un chiffre qui date de 2016, je crois, mais dans les communes de moins de 1000 habitants, c'est 31% des consommateurs qui n'ont pas accès à Internet, contre moins de 5% dès qu'on dépasse 10 000 habitants. Et la couverture numérique, l'écart en matière de taux d'accès à la 4G entre une agglomération de 2000 habitants et celui de l'agglomération parisienne est de près de 20 points. Donc, il y a à la fois la question des infrastructures, de l'accès au réseau et des outils digitaux. Un jeune qui a un très bon accès au réseau, qui est capable sur son téléphone de se commander à manger, de louer son vélo et vraiment de digitaliser son parcours du quotidien, va être beaucoup plus avantagé qu'un jeune qui est obligé d'aller au bout de son jardin pour capter et qui a un ordinateur pour toute la famille qui n'est pas accessible pour tous. Ensuite, le quatrième obstacle, c'est l'éloignement des opportunités culturelles, académiques puis professionnelles qui s'adosse en fait à la question de la mobilité. À distance d'un grand nombre d'opportunités culturelles, académiques puis professionnelles, les jeunes isolés des métropoles doivent fournir un effort supplémentaire à l'heure de préparer leur parcours. Que ce soit pour trouver un stage, suivre la formation de ses rêves, se rendre au théâtre, s'inscrire à une formation d'art oratoire, s'engager associativement, la fracture entre les jeunes urbains et les jeunes ruraux apparaît vraiment criante lors d'entretiens pour les filières sélectives. Il y a certains qui sont capables de mettre en avant des expériences extra-académiques et les seconds qui parfois découvrent le jour de l'oral qu'il est plus facile de convaincre un jury que l'on est passionné par l'écologie, mais qu'il faut avoir eu un engagement associatif, qu'il faut avoir fait un voyage en humanitaire, fait 3, 4, 5 stages pendant ses vacances scolaires. Et quand on est mis dans un petit village et qu'il n'y a pas tout ça autour de soi, c'est beaucoup plus difficile. Donc, il faut donner en fait accès à ces jeunes à ces opportunités et leur donner les moyens de la mobilité. Donc, j'y viens pour le dernier obstacle que je voulais aborder. On observe une fracture qui va en s'approfondissant entre les jeunes pour qui bouger est complexe, voire interdit, et les jeunes pour qui la mobilité est devenue un rythme de passage. Le lieu de résidence de la famille comme facteur d'influence dans le choix de l'orientation a en effet un impact sur plus d'un jeune Français sur deux. Le CESE a rendu un avis en 2017 qui rappelle que pour les jeunes ruraux, l'aspect financier est un frein à la poursuite des études supérieures, notamment quand elles nécessitent le départ du foyer parental. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. Et je vous donne un exemple. Une classe de première dans un lycée à 40 minutes de Grenoble, à la Côte-Saint-André, plus de la moitié de la classe n'est jamais allée à Grenoble, qui est la grande ville d'à côté. Et pour qui j'insiste là-dessus, s'éloigner pour faire des études n'ira pas de soi. Et quand je parle de faire des études, c'est pas forcément faire des grandes écoles, au contraire, mais même suivre une formation en ébéniste quand il n'y en a pas à côté de chez soi, c'est plus compliqué parce qu'il y a moins de transport. Et c'est aussi le concept de capacité. Si ces jeunes ont les mêmes facultés et les mêmes droits que d'autres jeunes qui grandiraient dans le cœur de Lyon en théorie, ils seront moins capables dans les faits.
Ils peuvent bien sûr aller à l'université après le lycée, mais ce choix coûtera plus cher, demandera un éloignement géographique de leur famille qui n'aura pas toujours le réflexe de favoriser cet éloignement, et c'est un choix qui comportera des risques plus élevés d'échec. Et donc, cette question de l'éloignement et de la distance à parcourir se perçoit déjà dans l'orientation de ces jeunes après la troisième. Il n'est pas du tout évident pour un collégien d'une petite commune rurale comme Lurcy-Lévis, dans l'Allier, à 40 minutes de Clermont-Ferrand et de Nevers, d'aller étudier au lycée général et technologique sans passer par l'internat, ce qui suppose d'avoir une place. Et par conséquent, faute d'offres scolaires suffisamment denses, les élèves se retrouvent à faire des kilomètres et des kilomètres le matin et le soir. Donc, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas pratiquer un sport ou faire une activité extrascolaire qu'ils vont pouvoir valoriser ensuite pour intégrer une école ou avoir un stage. Ou alors, ils subissent une orientation par défaut à proximité de leur domicile. Donc, c'est quand même dramatique. Alors, que fait Chemin d'Avenir? Aujourd'hui, Chemin d'Avenir, on accompagne 1500 jeunes à travers un programme de 18 mois en 4 piliers. Donc, ces 1500 jeunes sont accompagnés par 1500 parrains, mais le parrainage n'est pas notre seul axe. Donc, on a une méthodologie innovante et progressive, c'est-à-dire que chaque jeune qui rejoint Chemin d'Avenir a accès à plein d'outils pédagogiques qui vont leur permettre d'apprendre à se connaître, à travailler sur leurs forces, leurs faiblesses, à travers des missions à réaliser. Le deuxième point, c'est un système de parrainage individuel parce que chez nous, on croit beaucoup au mentorat comme puissant levier de connaissance de soi et de réalisation de soi. Donc, chaque jeune a un parrain, une marraine. Un jeune qui rêve de devenir architecte va être mis en relation avec un parrain, une marraine qui est architecte, qui va pouvoir l'accueillir en stage dans son cabinet, lui faire découvrir ce métier, lui montrer que c'est possible et peut-être lui faire réaliser que c'est pas vraiment ce qu'il veut faire. On a aussi l'accès à des formations thématiques. Je donne un exemple, mais les jeunes des territoires ont la parole. C'est un programme pour travailler sur la prise de parole en public de ces jeunes qui n'ont pas accès à des formations d'art oratoire comme il peut y en avoir beaucoup dans les grandes villes ou dans les banlieues. Or, on a beaucoup de jeunes qui se retrouvent désemparés lorsqu'ils doivent faire un oral pour une école ou un entretien d'embauche, alors qu'en fait, c'est juste une histoire de code. Ils en sont tout aussi capables. C'est juste qu'on ne leur a pas dit comment faire et comment préparer ça. Voilà, on en a aussi un programme ELSOS à destination des jeunes filles des zones rurales, parce qu'on voit aussi qu'on accompagne plus de filles que de garçons, qu'elles témoignent beaucoup plus de leur manque de confiance en elles et qu'il y a beaucoup de filières auxquelles qu'elles s'interdisent parce qu'elles sentent qu'elles sont jugées plus masculines. Et ensuite, Chemin d'Avenir mène un important travail de plaidoyer. Vraiment, ça, c'est le cœur de notre action. Et c'est mon job, en l'occurrence. Mais donc, pour vous donner un exemple, un rapport a été rendu à Jean-Michel Blanquer en mars dernier sur l'orientation des jeunes ruraux dans les petites villes et les territoires de France, avec 25 préconisations qui ne coûteraient pas grand-chose. Il y en a une qui a été retenue, c'est les territoires éducatifs ruraux, qui donc est mis en place dans 3 territoires d'expérimentation. Et nous, on pousse depuis 5 ans maintenant à faire une politique publique de mentorat qui vient du coup d'être annoncée par Emmanuel Macron hier. Elles étaient très attendues par le collectif Mentorat, au sein duquel nous faisons partie. Ça fait pas mal de temps qu'on pousse là-dessus. Vous pouvez nous parler très rapidement de ce collectif Mentorat? Alors oui, le collectif Mentorat, c'est un ensemble d'associations qui font déjà du mentorat à l'égard, donc Chemin d'Avenir pour les jeunes ruraux, mais on est avec aussi Article 1, Socrate, qui accompagne des jeunes en difficulté scolaire, sur critères sociaux, des jeunes de banlieue, des jeunes précaires. Et on a créé donc le collectif Mentorat, qui est une association qui regroupe toutes ces associations pour en fait pousser à faire du mentorat un axe majeur et une politique publique. Parce que finalement, ça ne coûte pas grand-chose, que ça permet de tisser des liens entre les territoires, entre les générations, que c'est bon pour la cohésion nationale et que c'est quelque chose sur lequel Emmanuel Macron avait envie de travailler. Donc, il y a eu des annonces hier. Nous n'en savons pas plus, mis à part de ce qu'on peut lire dans les journaux. On attend un peu. Il y a beaucoup d'argent qui est annoncé. Donc, on va voir comment tout ça va être réparti, quand est-ce que ça va être mis en place, si c'est demain, si c'est dans 6 mois. Mais c'est une première étape. Je pense que pour revenir à la question des jeunes ruraux, on est loin d'être à la hauteur de l'enjeu parce qu'en fait, c'est un ensemble d'obstacles
doivent être levées et que le mentorat est une des solutions, mais n'est pas la seule. Mais je pense qu'il faut être assez optimiste et se dire que peut-être qu'il y a une prise de conscience qui est en train d'être de demeurer là sur la situation des jeunes et la situation des jeunes dans les territoires ruraux et que tout reste à faire, mais que c'est déjà un bon début. Je reviens sur ce rapport que Salomé Berliot, auquel vous avez participé, que vous avez que vous avez élaboré avec elle, qu'elle a remis au ministre de l'Éducation nationale il y a un an, donc en mars 2020. Dominique a mis le lien dans le chat vers ce rapport. Je voulais apporter une petite précision. Vous y faites donc dans ce rapport des préconisations, au-delà du constat que vous venez de faire et de partager, et qui est très complet. Vous faites des préconisations qui sont opérationnelles, qui sont détaillées, qui s'appuient sur l'existant. Et on ne peut pas les reprendre malheureusement toutes ici, il y en a 25. Mais je vous invite, j'invite tous les participants qui sont là avec nous à le consulter, à lire ce rapport, à le regarder de près si vous ne l'avez pas fait, parce que c'est vraiment un document précieux. Et d'ailleurs, vous en évoquiez une, celle qui, en tout cas à ce jour, a été une des préconisations que vous avez faites, qui débouche donc sur les territoires éducatifs ruraux. Vous voulez nous en dire un petit peu plus? Il existe déjà les cités éducatives dans certaines banlieues qui ont été mis en place ces dernières années. Nous, on a proposé la même chose en mettant en place les territoires ruraux éducatifs. Aujourd'hui, on n'a plus la main dessus, donc je ne saurais pas vous dire exactement ce qu'entend faire Jean-Michel Blanquer, mais en fait, c'est pas plus ce qu'on fait déjà chez Chemin d'Avenir, c'est-à-dire tisser des liens créer un écosystème autour de ces jeunes pour qu'ils puissent avoir accès à des outils, à des opportunités et leur permettre finalement d'ouvrir leur champ des possibles et d'avoir autant de chances de réaliser leur potentiel que les jeunes des grandes métropoles. Donc, c'est vraiment tisser des liens avec des professionnels pour avoir accès à des opportunités professionnelles comme des stages, tisser des liens avec des entreprises, permettre aux collégiens d'échanger plus facilement avec des lycéens pour avoir connaissance de ce qui se passe au lycée, avoir plus facilement accès à l'enseignement supérieur pour voir ce qui s'y passe. C'est vraiment créer un écosystème autour de chaque jeune en n'inventant pas grand-chose finalement, mais en mettant des liens et en tissant des liens entre ce qui existe déjà. En ajoutant de la coordination à peut-être à des choses existantes. Il y a aussi des opportunités culturelles. Comment est-ce qu'on fait vivre ce qui existe culturellement sur le territoire et on donne accès aux jeunes, pas beaucoup plus que ce que fait déjà Chemin d'Avenir à une petite échelle, puisque nous, on peut le faire sur mesure, puisqu'on n'accompagne que 1500 jeunes et qu'on ne peut pas être à la hauteur de l'enjeu, puisqu'il s'agit de millions de jeunes à accompagner. Oui. Madame Corti qui demande, ces questions sont-elles associées à celles de la fracture numérique? J'en ai parlé très rapidement, mais je pense que tous ces obstacles en fait sont liés entre eux. On ne peut pas traiter un obstacle séparément des autres, et la fracture numérique, elle irrigue en fait toutes ces difficultés parce que c'est à la fois sur le manque d'informations, l'accès à des opportunités, les codes aussi de savoir utiliser les outils digitaux. Donc c'est vraiment un gros enjeu qui irrigue pour moi l'ensemble de ces obstacles. Elle répond merci, Chemin d'Avenir, à quand sur la zone toulousaine? On aimerait beaucoup, notre vocation c'est d'avoir une couverture nationale. C'est vrai que c'est difficile pour nous de descendre dans le sud parce que ce sont des frais supplémentaires et qu'on est obligé d'avoir des équipes qui passent plusieurs nuits. C'est pour ça que ça n'a pas été nos premiers territoires d'implantation, mais notre objectif aussi de descendre une partie de l'équipe en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est aussi de permettre d'avoir une mobilité plus simple pour aller vers ces territoires. En revanche, on a vraiment conscience que c'était très bien, notamment quand j'étais près de Cahors, sous le Metz, je crois, c'est ça, de voir à quel point c'est des enjeux qui irriguent beaucoup ces territoires. Voilà, puisque Mme Légeret avait participé, on en reparlera tout à l'heure, à la restitution, une des restitutions qui a été faite de l'étude Jeunes et ruralité dans le Lot, et donc de ce fait collaborer à cette occasion avec Guillaume de France et tous les partenaires associés à cette étude. Pour répondre à Mme Abati qui parle du développement local des territoires ruraux et de l'aménagement du territoire, en fait, nous, on n'a pas du tout vocation à dire tout le monde dans les villes.
ça n'aurait aucun sens. En revanche, l'injonction à rester dans son territoire, elle va beaucoup plus peser sur les jeunes ruraux qu'un jeune Parisien, un Lyonnais, à qui on ne va jamais reprocher de partir vivre à Londres ou à Tokyo pour mieux revenir après. Nous, ce qu'on veut permettre aux jeunes, c'est de pouvoir bouger pour mieux revenir et pas sentir leur non-départ de leur territoire comme une assignation à résidence, mais pourtant plutôt de permettre à ces jeunes d'aller acquérir des compétences ailleurs, ou pas d'ailleurs, si leur formation est sur leur territoire, ça c'est génial, mais c'est pas toujours le cas, et de mieux revenir. Et je pense que c'est aussi comme ça qu'on aime particulièrement son territoire, c'est quand on est fier d'y revenir et d'y apporter ce qu'on a appris. Et, enfin, moi, j'en suis le premier exemple. J'ai grandi dans un petit village de Touraine et j'y reviens vraiment parce que je trouve que quand on est parti, on se rend compte de l'atout que c'est d'avoir grandi à la campagne, de ce que ça représente, de ce qu'on a envie de donner aussi à ses enfants et à quel point c'est une force de pouvoir y revenir de façon très différente parce qu'on a été faire des études ailleurs, on a voyagé et qu'on peut apporter sa pierre à l'édifice. Alors, Monsieur Bergeron, qui vous demande comment est évalué l'accompagnement des jeunes. Obligation de moyens, j'imagine, et non pas de résultats, demande-t-il. Alors, donc, depuis le début de Chemin d'avenir, on a des mesures d'impact assez sophistiquées, je ne sais pas, mais à plusieurs moments du programme qui permettent de mesurer des éléments à la fois qualitatifs et quantitatifs. Évidemment, le manque prendre confiance en soi, sentir qu'on a accès à plus d'informations, ce sont des critères qui sont difficiles à évaluer, mais on fait attention de ne pas être trop sur le quantitatif parce que finalement, le quantitatif, il est facile à mesurer pour des jeunes qui ont envie de faire des études supérieures, des grandes écoles, des concours avec un taux de réussite, mais nous, c'est pas ça qui nous intéresse. On est très content d'avoir des hauts potentiels qui peuvent aller faire Sciences Po ou une des écoles d'ingénieurs, mais ce qui nous intéresse, c'est aussi tout le reste du ventre mou ou des jeunes qui ont envie de faire autre chose. Et donc là, c'est beaucoup plus des critères qualitatifs qui doivent être évalués pour mesurer notre impact. Et c'est plus difficile, mais c'est quelque chose auquel on travaille. Si sur notre site internet, vous pouvez avoir accès à notre dernier rapport d'activité et il y a toute une page sur notre mesure d'impact avec le nombre de jeunes qui ont le sentiment d'avoir plus confiance en soi, d'avoir une meilleure information sur leurs études supérieures, de plus savoir ce qu'ils ont envie de faire, etc. Ok, merci. À propos d'indicateurs, de données statistiques, vous pointez, et donc nous en tant que plateforme d'observation sociale aussi, ça nous paraissait intéressant de le relever. Encore une fois, les 25 préconisations que vous faites, à mon avis, elles font tout sens et elles seraient intéressantes, il serait intéressant de les relever. Je parle du rapport de mission remis au ministre de l'Éducation nationale. Il y a la première préconisation que vous faites dans l'ordre, je veux dire, c'est pas la première la plus intéressante, mais la première parce que c'est un enjeu de représentation, c'est que vous pointez le déficit de travaux scientifiques sur le sujet qui renforcerait cet angle mort et vous préconisez de développer des indicateurs adaptés. Donc, vous pouvez nous en dire un mot si vous voulez, mais je voulais aussi renvoyer les fournisseurs de données vers cette première préconisation parce qu'elle est... Alors, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y avait beaucoup de régions ou de territoires qui avaient travaillé à faire émerger des données, mais qui n'avaient pas forcément assez de données nationales. Alors, c'est quelque chose qui arrive de plus en plus. Hein. Quand on a créé Chemin d'avenir, il n'y avait pas du tout de données sur ces jeunes, en tout cas très très peu. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui émerge. En fait, je pense que ce serait intéressant d'abord pour prendre la mesure du problème, parce qu'une fois qu'on aura accepté que ce sont des millions de jeunes qui sont dans cette situation, peut-être qu'on aura vraiment envie de s'emparer du sujet et de faire quelque chose. Et ensuite, je pense que c'est important qu'ils entrent que ces critères territoriaux soient ajoutés aux critères sociaux pour, par exemple, l'accès à des bourses ou les ouvertures sociales de certaines écoles. Ça, à mon sens, c'est primordial. Mais pour ça, il faut que les chiffres puissent émerger. Ok, on prend une dernière question. Si vous en avez d'autres, au fur et à mesure qu'ils vous viennent, encore une fois, n'hésitez pas à vous les poser et on n'y répondra pas tout de suite. Peut-être qu'on n'aura pas le temps d'y répondre parce qu'on va passer la parole à nos autres intervenants. C'est très complet ce matin, des points de vue très différents, des angles de vue surtout très différents. Donc, dernière question, madame ou monsieur, pardon, Camille Brett,
qui demande quel lien est fait avec la mission locale jeune et le Pôle emploi ou d'autres associations intervenant dans l'éducation populaire. Ah oui, absolument. On travaille vraiment main dans la main avec les acteurs de terrain. Ces acteurs, ce sont à la fois l'éducation nationale, les petits EN et aussi les missions locales. On envoie beaucoup de jeunes vers ces missions locales, notamment parce que il n'y a pas de meilleur acteur pour bien connaître l'accès aux opportunités qu'il y a sur le territoire. Nous, on n'invente vraiment pas l'eau chaude. Notre objectif, c'est vraiment de mettre en lien tous ces jeunes avec ces acteurs qui existent déjà sur le terrain et parfois de compléter certaines choses avec d'autres. Donc, Pôle emploi, non, pas trop, parce qu'aujourd'hui, nous, on accompagne nos jeunes. En fait, on accompagne les jeunes qui sont en 4e et en première. Aujourd'hui, notre première promotion, elle est en master. Donc, on n'a pas encore beaucoup touché à l'insertion professionnelle, même si c'est quelque chose qu'on prépare et sur lequel on travaille. Mais les missions locales, bien évidemment. Et tous les bureaux de ONICEP, de l'Union d'information pour les jeunes, tous ces acteurs sont vraiment indispensables pour permettre à ces jeunes d'avoir accès à une insertion professionnelle réussie. Ok, je vous remercie. J'invite les autres intervenants, ils le savent, hein, mais à compléter des fois le propos ou à intervenir ou à poser des questions eux-mêmes. On est là dans un échange entre tous. Je vais maintenant m'adresser à Rachid Ndam. Vous êtes le coordinateur du campus connecté du Vigan, comme je disais, qui est un petit campus implanté dans cette commune du Gard qui se situe dans le parc national des Cévennes et qui compte 3820 habitants. En tout cas, c'était l'information que j'ai la plus à jour, que Dominique Terré m'a communiqué. Est-ce que vous pouvez nous le présenter rapidement et nous dire quels sont, selon vous, les atouts du territoire sur lequel il est implanté? Qu'est-ce qui fait que la dynamique fonctionne? Alors bonjour à toutes et tous. Tout d'abord, je tenais à vous remercier comme il se doit de cette invitation et de cette occasion qui m'a été donnée d'exposer le campus connecté du Vigan ainsi que le territoire dans lequel il est ancré. Alors avant d'entrer en matière et de répondre à cette série de questions, je pense qu'il convient de prendre ne serait-ce qu'une minute pour apporter quelques éléments de connaissance globale sur les campus connectés, tant ces dispositifs sont nouveaux et peu connus. Les campus connectés ont été lancés et impulsés par le ministère de l'Enseignement supérieur en 2019. Ils ont été voulus et pensés afin de faciliter l'accès aux études supérieures sur tous les territoires, et notamment ceux qui se trouvent isolés et éloignés des grandes agglomérations et des grands centres universitaires. Concrètement, il s'agit de tiers-lieux dans lesquels il est possible d'effectuer des études supérieures en enseignement à distance. Toute la spécificité de ces tiers-lieux repose essentiellement sur deux axes majeurs. Le premier renvoie à un ensemble de moyens matériels mis à disposition des étudiants pour leur garantir les meilleures conditions de travail possibles dans le cadre de l'enseignement à distance, c'est-à-dire que les étudiants ont accès à des salles câblées, fibrées, équipées d'ordinateurs fixes ou portables, c'est au choix, d'imprimantes scanners et de dispositifs de visioconférence. Il existe aussi du mobilier mobile et modulable afin d'adopter différentes configurations de travail ainsi que des salles de repos dans lesquelles ils peuvent se retrouver le temps d'un café ou de quelques échanges informels. Le second axe majeur, et non des moindres, est la présence dans ces campus de personnes qui accompagnent et suivent les étudiants durant toute la durée de leur parcours formatif. Il s'agit de tuteurs de l'enseignement supérieur qui assurent une mission de suivi des apprenants d'un point de vue pédagogique, méthodologique, motivationnel et administratif. Les tuteurs sont garants de l'assiduité des étudiants et mettent en place un suivi des absences et des présences au moyen de feuilles d'émargement dans lesquelles un minimum de 12 heures de présence au campus de manière hebdomadaire doivent apparaître. Les tuteurs proposent également des cours collectifs méthodologiques transversaux, des rencontres avec des partenaires, des sorties conviviales et festives et organisent la venue au campus d'intervenants extérieurs qui peuvent être des professionnels ou des enseignants. Au niveau de l'offre de formation qui existe dans ces campus, 24 BTS sont accessibles, plus d'une soixantaine de licences et une dizaine de masters. Et c'est ainsi qu'en 2019, 13 campus connectés furent déployés sur le sol national, dont 3 dans la région Occitanie, l'un à Cahors, l'autre à Carcassonne et enfin le dernier au Vigan. De manière générale, ce sont les collectivités territoriales qui portent les projets. Dans le cadre du Vigan, c'est la mairie qui administre le dispositif sur son territoire. Si l'on prend l'exemple de Carcassonne, c'est la communauté d'agglomération de Carcassonne qui pilote le projet sur cette zone.
avec le soutien naturellement du ministère de l'Enseignement supérieur, du rectorat et de la région. Soutien de la région Occitanie qui est notable ici, et je tiens à le préciser car le soutien régional n'est pas systématique dans toutes les régions de France. Voilà pour ces propos liminaires qui concernent les campus connectés. Maintenant, concernant le Vigan, vous aviez raison, il s'agit bien d'une commune de 3800 habitants. Je vais vous en donner d'autres spécificités au niveau de son territoire. Donc, il s'agissait jusqu'à l'année dernière de la plus petite commune de France à accueillir un campus connecté. Mais nous avons été détrônés de ce titre il y a peu, avec l'arrivée d'un nouveau petit poussé. Je fais allusion ici à la commune de Grillon, qui se situe dans le Vaucluse et qui compte seulement 1760 habitants. Donc, le Vigan se trouve au sud du Massif central, au pied des Cévennes et du Montégoal. Nous sommes à 80 km de Nîmes, à 75 km de Millau, 60 de Montpellier et tout autant de la ville d'Alès. La zone est donc particulièrement isolée et éloignée des grandes agglomérations et des grands centres universitaires. Le territoire s'étend sur une surface de 17 km². Les disparités en termes de classe sociale sont assez marquées. On notera la présence d'un faible pourcentage d'individus appartenant aux classes aisées, avec un fort capital culturel, social et financier, mais tout de même une surreprésentation des personnes issues des fractions des classes populaires. Une vérité sociale qui apparaît jusque dans notre campus, avec des étudiants qui proviennent dans la majeure partie des cas de familles aux ressources modérées. À noter enfin un taux de chômage assez élevé au Vigan. L'on dénombrait effectivement 23,8% de chômeurs en 2017, selon les chiffres de l'INSEE, ce qui était le triple de la moyenne nationale pour la même année, une moyenne qui se levait à 9,4% en 2017. Démographiquement, le nombre d'habitants n'a cessé de lentement décroître depuis 1990, passant ainsi de 4500 habitants à 3800 aujourd'hui, avec une forme d'exode rural lent et progressif qui s'est opéré graduellement. L'on déplore aussi et surtout l'absence d'offres de formation en études supérieures sur le territoire. En effet, aucune offre de formation post-bac n'est disponible au Vigan. Les jeunes bacheliers n'ont d'autre choix que de se rendre dans les grandes villes voisines pour étudier. Mais dans les faits, beaucoup renoncent ou connaissent un échec lors de la première année d'études supérieures. Échec qui les emmène souvent à revenir sur le territoire et à exclure du champ des possibles un engagement dans le supérieur. On est là un petit peu dans l'autocensure dont parlait tout à l'heure Madame Légeret. En outre, nos lycéens à la cité scolaire André Chanson du Vigan présentent ce paradoxe d'un taux de réussite à l'épreuve du baccalauréat très élevé, 96% de taux de réussite, mais un taux d'engagement dans les études supérieures relativement bas et qui est seulement de 72%. Nous avons donc là une perte de plus de 20% dans le taux d'engagement dans les études supérieures, ce qui signifie que chaque année, environ 20 élèves qui sortent des classes de terminale du lycée du Vigan n'effectuent pas d'études supérieures. Une question se pose en filigrane, que deviennent ces élèves, qui la plupart du temps restent au Vigan? Eh bien, soit ils parviennent à s'intégrer professionnellement, ce qui est loin d'être facile vu le peu d'opportunités qui existent ici, soit ils restent dans leur famille, très souvent chez leurs parents, connaissent des passages d'inactivité et parviennent difficilement à définir un projet d'avenir. Pour ces profils-là, le campus connecté peut être une réelle réponse, un premier levier à actionner en vue d'entreprendre par la suite quelque chose de plus grand, et pourquoi pas rejoindre une université en présentiel. On a une question de Florence Abadi qui demande « Le face-à-face pédagogique et donc le présentiel n'est-il pas un gage de réussite des étudiants à leur diplôme? L'enseignement à distance ne prouve-t-il pas ses limites aujourd'hui, comme le montrent les difficultés rencontrées par les étudiants ?» Alors c'est une évidence que l'enseignement à distance exige une véritable détermination, un grand engagement des étudiants pour réussir. La vraie problématique dans l'enseignement à distance, c'est le décrochage. Cela peut arriver. Et c'est la raison pour laquelle les campus connectés ont été pensés afin de proposer un espace dédié aux études, mais aussi, et c'est ce que j'expliquais dans les propos liminaires et en préambule, la spécificité de ces campus, c'est qu'ils sont animés par des tuteurs qui sont présents, qui sont au contact des étudiants et qui les suivent pendant toute la durée de leur parcours formatif. Alors certes, on ne sera jamais sur une logique d'être dans le mode présentiel comme ce qui peut être proposé dans les écoles de l'enseignement supérieur classique ou dans les universités, mais ce format-là, hybride, jusqu'à présent, a réussi à faire ses preuves. Ça fait maintenant 2 ans que les campus connectés ont été lancés, et c'est une moyen alternative d'avoir accès à l'enseignement supérieur. Ce qu'il faut bien comprendre,
c'est que sans le campus connecté, les étudiants qui ont intégré ce dispositif n'auraient pas fait d'études supérieures. C'est ça qu'il faut bien comprendre et ne pas penser dans l'altérité le mode présentiel et le mode campus connecté et les opposer. Il faut comprendre que le campus connecté, c'est tout du moins un premier levier à actionner qui permet à des étudiants qui sont dans l'autocensure ou dans l'incapacité de se déplacer parce qu'ils sont loin d'un point de vue géographique avec des problèmes de mobilité ou qui ne peuvent pas non plus pour des raisons financières aller prendre une chambre universitaire à Montpellier ou à Toulouse, eh bien, le campus connecté, c'est une première réponse. La question de Marie-Josée Moisset qui demande qui sont les tuteurs, leur niveau de recrutement, est-ce qu'ils dépendent d'une université? Et la deuxième dans la foulée de Florence Abadi, quels sont les taux de réussite? Alors, pour ce qui est des tuteurs sur le Vigan, je vais prendre l'exemple du Vigan, nous sommes 2. Donc, ma collègue, elle est titulaire d'un doctorat en sciences du langage. Elle a des expériences dans l'enseignement en université notamment, et elle a par ailleurs un master en économie. Pour ma part, alors, pour ce qui est des formations, vu que c'est une question qui a été posée, pour ma part, je suis titulaire d'un double master, donc un master de sociologie et un master STAPS, et je m'engage en septembre prochain, reprise d'études, dans un doctorat en sociologie de l'éducation. Donc, vous voyez, j'aurai quelque chose en commun avec les étudiants que j'encadre, parce que je serai bientôt, moi aussi, de nouveau étudiant, même si c'est pas au même niveau. Voilà pour ce qui est du niveau de formation. Et pour ce qui est du taux de réussite, effectivement, on a été très heureux de constater que sur la première année, la phase expérimentale, le taux de réussite était de 70%. Pour vous le dire simplement, sur les 13 étudiants que nous avions de 2019 à 2020, eh bien, il y en a 10 qui ont réussi à accéder à l'année supérieure. Et nous avons même eu une étudiante qui a eu son BTS, qui était en deuxième année de BTS avec le CNED, et qui a obtenu son diplôme et qui aujourd'hui, en plus de ça, s'est engagé sur une L3, donc une 3e année de licence, administration économique et sociale à l'université de Montpellier-Paul Valéry. Voilà pour ce qui est des taux de réussite. Voilà, donc la question elle est de Camille Brett. Comment levez-vous les freins à la reprise d'études, en particulier pour les jeunes qui ont décroché? Allez-vous vers les jeunes du territoire et comment? Quels sont vos liens concrets avec les autres secteurs du territoire? S'il y a réussi du dispositif à ce jour, c'est parce que l'on peut compter sur le soutien et la contribution de nombreuses institutions. Donc tout à l'heure, je parlais de la région, du rectorat, du ministère, de la commune, du CROUS également. Mais surtout, c'est l'implication concrète des partenaires locaux. Je veux dire par là que la mission locale de notre commune est pleinement impliquée dans le projet. Et elle fait à cet égard un travail tout à fait admirable parce qu'elle finance une partie du coût de la formation des étudiants. Alors là, je vais prendre un exemple très concret. Lorsque l'on a un étudiant qui souhaite s'engager sur une première année de BTS avec le CNED, le prix de cette année-là peut être de 900 € à 1 000 €, qui pour des étudiants, comme je l'expliquais, sur un territoire populaire où il y a peut-être peu de moyens financiers, ça représente une somme, ça représente un coût. Eh bien, la mission locale parvient à financer une partie du prix de cette formation. Donc, la mission locale contribue de cette façon-là. Le Pôle emploi également est impliqué. Ils assurent un relais de communication auprès des personnes qui seraient désireuses de reprendre des études de cette façon-là. Ils nous les orientent de cette façon-là. Et puis, nous travaillons en étroite collaboration avec la psychologue de la cité scolaire, elle qui est engagée sur des questions d'orientation des étudiants qui se trouvent en terminale, avec lesquels, pour certains profils, qui n'envisageraient pas de partir du territoire, mais qui seraient tout de même désireux d'effectuer des études supérieures, eh bien, nous nous entendons, nous nous échangeons à ce sujet-là, et puis nous échangeons également avec les enseignants. L'un des intérêts de notre campus connecté, c'est qu'il se situe dans la cité scolaire. Donc, ça permet et ça facilite un certain nombre de liens avec les acteurs de l'éducation nationale, enseignants, documentalistes, également aussi la psychologue de la cité scolaire, comme je viens de parler tout à l'heure. Et puis, enfin et surtout, les entreprises et les associations locales, ainsi que les différents services de la commune et de la communauté de communes, sont impliqués aussi dans le développement du dispositif et favorisent et facilitent l'accès aux stages pour les étudiants qui sont en BTS, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose de tout à fait intéressant. Et c'est vraiment ce travail simultané et conjoint de l'ensemble de ces personnes, de ces acteurs, qui permet aujourd'hui de donner une bonne dynamique à ce campus et une bonne réussite. J'espère que je réponds à cette question-là. Maintenant, j'aimerais revenir sur peut-être rapidement sur les profils des étudiants et vous illustrer peut-être un cas concret et qui démontre en quoi ce cas-là
qui démontre en quoi le campus peut être vraiment pertinent sur un territoire comme celui du Vigan. Alors, pour ce qui est des profils et de la typologie des étudiants, donc je vais expliquer, sur la première année, nous étions 13, je ne reviens pas là-dessus. Maintenant, je vais m'attarder juste quelques secondes sur l'année en cours. Du point de vue des étudiants, il y en a 19 qui sont inscrits au campus cette année. 13 sont comptabilisés dans des parcours BTS, ils effectuent leur formation avec le CNED. 6 autres sont en parcours universitaire. Donc on a une majorité de BTS, c'est-à-dire qu'on a une majorité de personnes qui s'engagent sur des cursus courts et professionnalisants et qui souhaiteraient insérer le marché de l'emploi une fois leur diplôme en poche. Du point de vue du genre, nous recensons 13 filles contre 6 garçons. Les âges vont de 18 à 63 ans, c'est-à-dire que la personne qui a 63 ans est une retraitée, qui était anciennement une professeure à la cité scolaire, professeure d'anglais, et qui souhaitait continuer à se former. Et l'âge moyen se situe à 26 ans, et l'âge médian est de 20 ans. On compte 7 néo-bacheliers, une tendance qui est clairement à la hausse comparée à l'année dernière. Les 19 personnes inscrites demeurent au Vigan ou sur le bassin viganais et ont fait le choix du campus pour des raisons et des motifs assez variés. Des motifs que l'on connaît déjà, c'est les mobilités géographiques, c'est parfois aussi des questions de code, une difficulté peut-être psychologique à quitter un territoire comme celui du Vigan, où il y a un entre-soi fort, où tout le monde se connaît, et envisager partir dans une grande ville, des fois ça peut représenter un frein parce que les codes et les rapports peut-être avec les individus et les gens vont être différents. Je vais arriver à ma conclusion en vous proposant et en vous illustrant le cas concret de l'une de nos étudiantes, et puis j'en aurai terminé. Alors, je vais l'appeler ici Nancy. Nancy, c'est une jeune fille de 18 ans, pardon, qui est néo-bachelière, une jeune fille brillante qui a obtenu son baccalauréat scientifique avec 18,5 de moyenne. Cela en dit long sur la qualité de l'étudiante, mais qui malheureusement avait complètement écarté du champ des possibles la poursuite dans les études supérieures, et pour cause, la jeune fille était enceinte lorsqu'elle a obtenu son baccalauréat. Et elle a eu son fils, qui est né il y a peu, il vit des jours heureux avec sa jeune famille, et je dois dire qu'il y a eu pour Nancy un travail tout à fait admirable qui a été fait de coordination entre la psychologue de la cité scolaire, l'assistante sociale du Crous, le campus connecté, le ministère, le rectorat, l'Université de Besançon et la Fondation de France. Nous sommes tous coordonnés afin de permettre à cette jeune fille d'effectuer des études au campus connecté selon un suivi adapté à sa situation. La mission locale s'est-elle engagée pour lui payer l'intégralité de sa formation. La Fondation de France lui a financé l'intégralité de son permis de conduire et nous l'avons accompagné dans toutes les démarches administratives relatives à ses inscriptions avec l'Université de Besançon. Nous avons réussi, par l'aide du ministère, à mettre en place la délocalisation de ces examens afin que ces derniers puissent se faire au Vigan sous notre surveillance. Et on a là, avec le cas de Nancy, quelqu'un de brillant, dont le pire des scénarios aurait été qu'elle se dise « j'ai mon enfant, je fais une pause et puis je reprendrai un jour ». Et je pense que le campus connecté était vraiment ce qu'il fallait pour continuer à maintenir cette jeune fille dans un parcours de réussite et pour qu'elle continue aussi à être entourée de personnes, d'étudiants et de tuteurs bienveillants à son endroit et qu'elle garde en conscience qu'elle fait partie d'une promotion où elle a pleinement sa place. Et cela a tellement bien réussi que Nancy s'est vue remettre un cadeau merveilleux par ses collègues de promo lorsque son jeune fils est né. Alors, je pense que ce genre de fait sensible vaut encore plus que tous les taux de réussite, car il manifeste et représente une forme de bien-être ressentie par les personnes qui fréquentent nos campus, qui sont des maisons où l'on donne du temps, de l'affection et de l'intelligence. Voilà donc comment la coordination des différents acteurs peut permettre en effet de résoudre des problèmes qui peuvent paraître au départ inextricables. Après là, on est vraiment sur du cousu humain pour le coup. J'imagine que c'est pas forcément possible de le faire systématiquement, mais c'est un bon exemple de ce qui peut se faire. Je vais maintenant demander à m'adresser à Madame Loisonnet.
Et j'oserais dire, et les jeunes, qu'est-ce qu'ils en pensent de tout ça? Après, maintenant que vous nous expliquez ce qu'est le dialogue structuré européen, dont la campagne cette année était intitulée Jeunesse, opportunités et territoire. Et il y a un objectif en particulier qui a retenu notre attention dans le cadre de cette webconférence, c'est l'objectif numéro 6 intitulé Des opportunités pour les jeunesses rurales. Donc je voulais que, pour commencer, que vous nous expliquiez rapidement ce qu'est le dialogue structuré européen, s'il vous plaît. Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Voilà, merci également pour cette invitation et de me faire intervenir sur ce thème. Alors, présenter rapidement le dialogue structuré, ça va être quelque chose d'assez complexe. Je vais essayer de revenir effectivement sur cette méthode de dialogue avec la jeunesse, voilà, qui est mise en place notamment au niveau européen, mais pas que. Et voilà, après vous dire dans un second temps comment on essaie de se réapproprier effectivement cette méthode de travail avec la jeunesse, de participation des jeunes aux politiques publiques en région Occitanie. Voilà, donc je vais déjà vous expliquer un petit peu ce qu'est le dialogue structuré européen. Donc, une rapide définition, le dialogue structuré européen est une méthode visant à améliorer l'efficacité des politiques publiques en favorisant le dialogue avec les citoyens et la société civile dans la conception, la mise en place et le suivi et l'évaluation de ces politiques publiques. Donc, le dialogue structuré européen ne remet pas en cause les nombreuses formes de dialogue qui existent avec la jeunesse, notamment des formes de consultation, conseils de jeunes, vote ou autres. Mais la méthodologie du dialogue structuré vise à les organiser et à les mettre en synergie pour en renforcer les résultats. C'est donc une approche structurante, comme son nom l'indique. Elle permet de mieux organiser les espaces de débat et de discussion existants plutôt que d'en créer de nouveaux. C'est aussi un processus qui vise à aboutir à des attendus définis, c'est-à-dire à un résultat concret, donc soit une résolution, une loi, un budget, un dispositif précis. Ce n'est pas un événement ponctuel en soi. Donc c'est bien un processus, voilà, qui peut se mettre en place aussi sur du long terme. C'est une méthode qui repose sur des principes de mise en œuvre complémentaires et interdépendants, avec un double objectif: l'amélioration des politiques publiques, comme je le disais dans la définition tout à l'heure, et aussi un objectif éducatif pour les jeunes, parce que ça leur permet de s'investir dans la vie publique, de dialoguer avec des décideurs, d'avoir aussi une meilleure compréhension de leur environnement, du monde dans lequel ils sont, et de vivre une expérience aussi de participation entre pairs. Donc il y a bien ce double objectif, voilà, pour nous, en tout cas au niveau des associations de jeunesse et d'éducation populaire, qui est important. La participation des jeunes aux politiques publiques et permettre à cet effet leur amélioration, et également aussi permettre voilà, d'amener effectivement ce niveau un peu plus éducatif dans cette méthode. Sur les principes de mise en œuvre de ce dialogue structuré, il faut effectivement qu'il y ait un certain nombre de critères qui soient réunis pour que ça puisse également fonctionner, se mettre en place. Un copilotage du processus de dialogue structuré, donc avec des institutions, collectivités publiques, organisations de jeunesse ou autres, que ce soit bien copiloté par plusieurs acteurs, avec des attendus définis, comme je disais tout à l'heure, et qui soient relativement clairs également, voilà, clairement aussi annoncés aux jeunes. Délibération, résolution, vote, budget participatif, livre blanc, donc ça peut faire partie effectivement d'un certain nombre d'attendus de ce processus. Un sujet précis, et qui soit aussi pertinent pour les différents niveaux de collectivités publiques concernées, qui peuvent mettre en place aussi un dialogue structuré. Avec un calendrier aussi qui soit clairement annoncé, plutôt cyclique, par exemple tous les ans, pour permettre une amélioration continue du processus et pour le faire entrer dans les pratiques de travail des acteurs concernés. Et enfin, dernier principe, des modalités négociées, donc des rencontres nationales qui permettent de faire dialoguer les jeunes avec des décideurs, des rencontres régionales,
possibilité aussi de consultation en ligne, on le verra tout à l'heure. Voilà, on met en place au niveau national une grande enquête Provox aussi tous les ans. Donc, s'il s'agit d'une consultation, on peut s'appuyer également, comme je disais également tout à l'heure, sur un certain nombre d'instances existantes. Par exemple, un conseil des jeunes, un conseil régional des jeunes, conseil départemental des jeunes, ou peut-être aussi également le conseil économique et social régional. Donc, le dialogue structuré, c'est une manière de travailler ensemble, donc entre jeunes, organisations de jeunesse et pouvoirs publics, sur des sujets concrets qui peuvent avoir un impact sur la vie quotidienne des jeunes. Pour vous donner un exemple, voilà, de résultats effectivement que peuvent apporter cette méthode de dialogue avec la jeunesse. La garantie jeune est une déclinaison française de la garantie européenne pour la jeunesse. Ce dispositif a été discuté au cours du 3e cycle de dialogue structuré européen portant sur l'inclusion des jeunes et adopté par le Conseil des ministres de l'Union européenne. Donc voilà un exemple de résultat assez concret, suite à la mise en œuvre de ce processus. Donc, cette méthode du dialogue structuré a été institutionnalisée au niveau européen, principalement dans le domaine de la jeunesse, mais elle est transférable à tous les niveaux et pour toutes les thématiques. Par exemple, on peut avoir des dialogues structurés territoriaux. Pour exemple, le CRAGEP des Hauts-de-France, en coportage avec l'État et la région, anime un dialogue structuré territorial à l'échelle de la région. Et à cet effet, effectivement, l'article 54 de la loi Égalité-Citoyenneté de 2017 a introduit ce concept de dialogue structuré dans le droit français. Au niveau européen, donc comment ce dialogue structuré se met en place et fonctionne. Et après, je reviendrai effectivement à la manière dont il est animé par le CNAGEP au niveau national. Donc, l'Union européenne est la première institution, comme je disais, à avoir intégré un processus de dialogue structuré avec la jeunesse dans son fonctionnement décisionnaire. Le Conseil européen des ministres en charge des questions de jeunesse est amené à se prononcer tous les 18 mois sur une résolution co-construite avec les jeunes, des organisations de jeunesse et avec l'exécutif européen au terme de processus réguliers qui sont pilotés à la fois par le Forum européen de la jeunesse, la Commission européenne et les pays assurant la présidence de l'Union européenne. Ce processus, il est caractérisé par des allers-retours entre ce groupe de pilotage, les États membres et les décideurs publics européens et est articulé autour de temps clés qui sont les conférences européennes de la jeunesse. Au niveau national, donc pour animer ce processus tout en s'adaptant aux réalités de chaque État membre, il existe dans chaque pays un groupe national de travail. Il est à minima constitué avec le Conseil national de la jeunesse, donc en France il s'agit du CNAGEP, le ministère en charge de la jeunesse et l'agence Erasmus+, de chaque pays concerné. Ce groupe prépare et assure le suivi de chaque conférence européenne de la jeunesse, met en place les consultations nationales et veille à la mise en œuvre des décisions prises au niveau européen. Donc en France, c'est le CNAGEP en tant que Conseil national de la jeunesse, comme je le disais, qui coordonne ces campagnes de dialogue structuré européen. Et pour s'approprier le processus, le groupe de travail national a souhaité appeler le dialogue structuré européen en France Provox. Voilà, je ne sais pas si je reviens tout de suite sur la campagne Jeunesse Opportunité Territoire. Oui, expliquez-nous en effet la dernière campagne et comment ça se traduit, comment la dynamique se traduit en Occitanie, s'il vous plaît. Très bien. Alors, vous allez nous partager un petit diapo. Oui, alors je vais le partager dans un second temps, je reviens pour le partager. Donc sur la campagne Jeunesse, Opportunité et Territoire, donc il s'agit du 7e cycle, hein, puisque le dialogue structuré, comme je le disais, fonctionne en cycle. Donc cette campagne était le 7e cycle de dialogue structuré européen. Donc à l'heure actuelle, il y a une 8e campagne qui a débuté donc au 1er janvier 2021, portant sur les espaces de participation pour la jeunesse. Et donc sur cette précédente campagne Jeunesse, Opportunité et Territoire, elle a mis autour de la table pendant 18 mois 56 000 jeunes européens
des politiques de tout niveau et également les organisations de jeunesse et d'éducation populaire qui sont pleinement impliquées dans le dialogue structuré. Cette 7e campagne s'est tenue sous le trio de présidence Roumanie, Finlande, Croatie du 1er janvier 2019 au 30 juin 2020. Et pour s'appuyer véritablement sur la nouvelle stratégie européenne pour la jeunesse 2019-2027, la triprésidence a choisi de travailler sur 3 sous-thématiques qui sont toutes reliées à l'un des 11 objectifs jeunesse de cette résolution européenne. Donc pour les 3 thématiques effectivement qu'on a travaillé à la fois au niveau national avec le CNAGEP et en région au niveau du CRAGEP Occitanie. Il s'agissait donc de qualité d'emploi pour toutes et toutes, de travail de qualité de jeunesse, de travail de jeunesse de qualité, pardon, et effectivement l'objectif numéro 6 qui va nous intéresser, donc des opportunités pour les jeunesses rurales. Dans le cadre donc de la mise en œuvre du dialogue structuré et pour effectivement mettre en place des consultations avec les jeunes en France, à chaque cycle, le CNAGEP met en place une grande enquête Provox, voilà, qui permet d'avoir voilà des retours des jeunes sur un certain nombre de thématiques et notamment sur les objectifs qui nous intéressent particulièrement. Sur l'objectif numéro 6, donc créer des opportunités pour la jeunesse rurale. Donc par rapport au retour qu'on a eu donc sur cette grande enquête donc courant 2019, sur la question, les jeunes interrogés pensent que l'image des zones rurales est positive. On a constaté que 55% des jeunes étaient en désaccord avec cette idée-là. Voilà, donc ce qui fait que voilà, il y avait vraiment un problème sans doute à relever autour de l'attractivité, comme ça a été dit par les précédents intervenants, attractivité des territoires ruraux. 30% des jeunes interrogés habitant à la campagne souhaitent s'installer en ville. Donc une proportion quand même importante des jeunes qui résident à la campagne, voilà, qui désirent effectivement pour peut-être trouver davantage d'opportunités aller en zone urbaine ou à la ville. Je vais passer la diapositive. Donc sur la question pour les jeunes interrogés, l'idéal c'est d'habiter à la campagne à la ville. Là, vous le voyez, on a voilà 50% des jeunes quand même qui souhaitent résider à la campagne, une relative égalité avec voilà les jeunes répondants qui souhaitent résider plutôt en ville. Voilà. Donc, ce qu'on constate effectivement par rapport à ces questions-là, c'est que effectivement, il n'y a pas forcément une forte attractivité pour les jeunes par rapport aux zones rurales et qu'il y a un certain nombre de défis, de leviers, voilà, sur lesquels on peut répondre. Donc, les propositions qui ont été faites au niveau de cet objectif numéro 6 pour essayer de relever un petit peu ces défis rencontrés par les jeunes sur les zones rurales. Je ne vais pas revenir sur les constats qui ont été posés tout à l'heure par les autres intervenants. Il s'agit donc pour la proposition 1 de favoriser et de soutenir les initiatives locales et citoyennes de lutte contre toute forme d'isolement en zone rurale par des espaces de vie et de sociabilité, d'intégrer et de valoriser l'engagement des jeunes issus de milieux ruraux dans des processus de décision au niveau local, régional, national et européen. La proposition 4, créer des emplois à partir des besoins et des ressources du territoire, mais aussi des envies des jeunes habitants. Et l'autre proposition, c'est la 4e. J'ai dit tout à l'heure, c'était la 3e, là c'est la 4e, s'appuyer sur une politique européenne verte et durable pour réinventer les métiers de l'agriculture et favoriser la réinstallation des nouvelles générations en zone rurale. Donc voilà les 4 propositions, premières propositions faites par les jeunes au niveau européen dans le cadre de cette campagne et pour répondre à l'objectif numéro 6, créer des opportunités pour les jeunesses rurales. Et en région Occitanie, la proposition sur laquelle nous nous sommes davantage arrêtés lors de nos rencontres régionales
national et pour travailler avec les jeunes sur la mise en œuvre d'un certain nombre de propositions en région Occitanie, c'est s'engager pour une politique de rapprochement des services publics aux populations rurales, avec un constat, voilà, des constats qui ont été faits également tout à l'heure par les autres intervenants, c'est un manque d'information et d'opportunités pour les jeunes en milieu rural et un manque d'accès effectivement à certains services publics. Donc là, pour reprendre effectivement les constats qui avaient été posés lors de la grande enquête Provox. Alors, attendez, excusez-moi, je reprends. 83% des jeunes pensent qu'il faudrait obliger certaines entreprises, universités, services publics à avoir des antennes dans les zones rurales. Et sur les questions, les jeunes interrogés pensent que dans les zones rurales, l'accès aux infrastructures et la mobilité, c'est important. 81% des jeunes interrogés pensent que c'est important et 60% des jeunes interrogés pensent que ce n'est pas mis en œuvre. Donc voilà quand même une réponse par rapport à la question de l'accessibilité à certaines infrastructures, voilà, qui pose problème. Sur la question, les jeunes interrogés pensent que dans les zones rurales, l'accès aux services publics est important, donc 88% des personnes interrogées pensent que c'est important et 75% pensent que ce n'est pas suffisamment mis en œuvre. Voilà de propositions de mise en œuvre qui ont été faites dans le cadre de la campagne Provox au niveau national pour essayer de permettre effectivement d'avoir une politique de rapprochement des services publics aux populations rurales, donc un certain nombre de choses qui ont été proposées par les jeunes au niveau national et en région. Donc, par rapport à cette proposition, donc nous avons essayé de travailler plus particulièrement sur un plaidoyer autour de cette proposition 3 en région. Et de pouvoir réfléchir avec les jeunes qui ont participé à cette rencontre régionale Provox, avec différents décideurs publics qui étaient présents, de créer un lieu ressource, enfin d'avoir une proposition d'action autour de la création d'un lieu ressource et de services pour les jeunes rurales avec des maisons cantonales rurales mobiles, donc Youth Truck rural, intitulé Youth Truck rural. Et l'idée, c'est effectivement qu'on puisse communiquer sur cette fiche action qui a été co-construite à la fois par des jeunes et des décideurs publics en région, afin qu'on puisse voilà, accompagner, si possible, la mise en œuvre de ce type d'action qui répondent à un besoin voilà, des jeunes que nous avons, avec lesquels nous avons dialogué dans le cadre de cette campagne Provox. Voilà. Moi, ce que je trouve intéressant dans cette façon de faire, vous disiez, il n'y a pas qu'une façon d'engager le dialogue avec les jeunes. On voit bien là la capacité que ça leur donne d'entreprendre, de mener à bien des projets collectifs, de débattre en fait, parce que cet apprentissage du débat, de l'argumentation, de la coopération, elle est essentielle. Dans le Lot aussi, vous cherchez à systématiser le pouvoir d'agir des jeunes, à les rendre acteurs de votre politique jeunesse. Vous avez réalisé en 2019, je le disais en introduction, une étude avec des partenaires que je vais vous laisser nous présenter. Alors là, pareil, rapidement la présentation des partenaires parce qu'ils sont nombreux. Et puis surtout, je sais que vous avez d'autres choses à nous dire sur l'après de cette étude, ce que ça a donné. En disant vous, hein, je parle bien sûr de l'ensemble des partenaires impliqués. Vous faisiez le constat à ce moment-là que les jeunes lotois partaient vers d'autres départements. Vous vouliez comprendre pourquoi ou du moins vérifier vos hypothèses pour pouvoir y remédier. Et cette étude, c'était un point de départ, une manière de fédérer un collectif d'acteurs autour des enjeux liés à la jeunesse. Je vous laisse nous l'expliquer. En tout cas, merci d'abord pour l'invitation et de pouvoir évoquer un peu en détail ce qu'on essaye de mettre en place sur le territoire ou le département du Lot. En préambule, ce qui me paraissait important, donc vous l'avez dit, hein, revenir sur l'étude en tant que telle, ça va pas forcément être l'enjeu premier, mais dans les propos d'introductif, il me semblait important aussi à la fois de me présenter et de dire qu'effectivement, donc vous l'avez dit dans la présentation tout à l'heure, que je suis
conseiller d'éducation populaire et de jeunesse, mais en quoi ça consiste, parce que j'imagine que beaucoup d'intervenants ou de participants ne savent pas en quoi ça consiste, donc ça me paraissait important de revenir un peu sur ça. Je reviendrai après sur l'étude, quelques éléments chiffrés mais très rapides, et surtout de revenir sur la suite en mettant le focus sur deux objets particuliers. Donc les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse, qu'est-ce que c'est? Ils exercent en fait dans leur champ de compétences éducatives des missions techniques et pédagogiques dans le domaine de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative. Et pour mener à bien toutes ces actions, voilà, on s'appuie sur les compétences techniques et pédagogiques, sur les connaissances des réseaux de partenariat et des institutions, sur les capacités d'analyse des besoins sociaux et culturels des publics concernés pour ces interventions, et notamment les jeunes. On peut dire qu'effectivement, on contribue à la mise en œuvre et à l'expertise des politiques publiques en matière de jeunesse, d'éducation populaire et de vie associative, et l'intervention d'aujourd'hui en est vraiment une pleine contribution. Donc on assure des missions de formation, de certification, de conseil, d'expérimentation, pour certains de recherche et d'études, ainsi que de conduite de projets au service de l'action publique dite ministérielle ou interministérielle. Donc on participe à des missions techniques et pédagogiques, à l'évaluation, à l'amélioration de la qualité éducative, à la sécurisation des pratiques éducatives et de formation dans le domaine de jeunesse, éducation populaire et de vie associative. Et à ce titre, depuis le 1er janvier, nous sommes rattachés au sein des services départementaux de l'éducation nationale. Et ça paraissait important dans le cadre des évolutions de le préciser. Pour compléter ça, vous dire qu'effectivement mes missions personnelles sont vraiment axées sur les politiques éducatives territoriales, sur le suivi et l'évaluation des politiques de l'État en faveur de la jeunesse, la formation continue des acteurs éducatifs, très récemment le suivi des plans éducatifs de territoire et des plans mercredi, des contrôles des structures et des formations des équipes d'encadrement. Voilà, ça c'était pour vous brosser un tout petit peu le panorama des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse. À présent, l'étude jeunes et ruralité. Donner quelques chiffres, ne serait-ce que pour bien comprendre de quoi on parle dans le Lot. Cette étude qui a été menée en 2019 nous a fait ressortir qu'effectivement le nombre de jeunes âgés de 15 à 29 ans dans le Lot était précisément de 21 412. Donc comme au Vigan, les chiffres sont très précis. Donc du coup, ça nous a permis de mettre en avant le fait qu'il y avait ça représentait 12,5% de la population contre 16,6% en Occitanie et 17,4% en France. Donc voilà, ça donne un peu l'image aussi du département qui est un des départements les plus âgés de France. Donc ça, c'était où la moyenne d'âge est de 47 ans. Donc ça donne un peu un constat de base qui peut être un peu plombant au départ, mais qui au contraire, on a plutôt vu le verre à moitié plein qu'à moitié vide en se disant que c'était plutôt une opportunité qu'une faiblesse, malgré le fait qu'effectivement l'INSEE prévoit encore une diminution de ce nombre de jeunes aux alentours de 11% à l'horizon 2050. Bon, ça, ce sont des constats un peu chiffrés, où on a deux pôles en fait dans le département du Lot, comme la ville de Cahors et la ville de Figeac, qui comptent le plus de jeunes, respectivement 17 et une vingtaine de pourcents. Enfin, le dernier chiffre, et l'idée c'est pas d'assommer de données statistiques, mais de dire que la population totale du Lot se chiffre à hauteur de 173 929 habitants au 1er janvier 2019. Voilà, ça c'était pour dresser un petit panorama. L'étude en elle-même, c'est une commande qui a été proposée par le préfet du Lot au printemps 2018, et à mon arrivée dans le département, l'idée c'était de poser une photographie précise des attentes des jeunes et des professionnels, d'avoir un état des lieux statistique, mais aussi une enquête de terrain qualitative autour de 4 thématiques qui ont été observées, à savoir l'emploi, l'orientation, le logement, la santé des 15-29 ans. Donc ça, c'était vraiment le pilier, avec deux autres axes forts qui sont, comme vous l'avez dit, Madame Lecomte, dans la présentation, le fait de fédérer un collectif d'acteurs autour des enjeux liés aux jeunesses. Le côté pluriel est assez fort. Et enfin, on va dire de proposer un viatique
utile sur toutes les stratégies et actions à développer dans le cadre des politiques de jeunesse. On a pris plusieurs temps, on a insisté sur ce qu'on a sur cette étude, lors de cette étude, sur la méthodologie, avec la volonté de s'appuyer sur une association qui s'appelle l'Université rurale Quercy-Rouergue, qui est basée à Villefranche-de-Rouergue dans l'Aveyron, qui est une association d'éducation populaire. On a collaboré très étroitement avec nos collègues de l'État niveau régional, l'IUT de Figeac avec son département carrière sociale et notamment des étudiantes en DUT éducation spécialisée qui ont participé à l'étude et dans lesquelles elles se sont appuyées. Et en fait, on a élaboré une démarche un peu de coopération d'études, surtout afin d'établir des problématiques de départ. Et ça a nécessité plusieurs temps d'échange. Et on a voulu prendre notre temps et vraiment mettre en avant cette notion de coopération. Pour nous, c'était fondamental. Juste pour revenir un peu sur le déroulé, je reviendrai après sur la restitution en tant que telle. On a eu, l'étude s'est déroulée sur 6 mois, avec 3 étapes, avec, comme vous pouvez vous en douter, l'installation de la démarche, avec la constitution d'un comité de pilotage en tant que tel, dans lequel évidemment les institutions se sont impliquées, et de même que les collectivités et associations d'éducation populaire. Il y a eu un temps d'enquête exploratoire, qui a été proposé uniquement d'abord dans un premier temps auprès des professionnels et des praticiens de l'éducation au sens large, qui a fait participer plus de 70 acteurs dans le département du Lot. Et puis la deuxième phase de l'enquête exploratoire a constitué d'aller à la rencontre des jeunes pour mieux cerner la problématique, tester et ajuster les outils de recueil de parole. Et puis à la suite de ça, il y a une étude de terrain où il y a une douzaine d'ateliers qui se sont répartis sur l'ensemble du territoire. Alors, cette étude nous a amené à un temps de restitution qui a eu lieu le 2 juillet 2019, donc ça ne fait pas forcément très longtemps que ça a eu lieu. Donc, en fait, les choses avancent relativement vite. On a pu, lors de cette intervention, faire la restitution d'un territoire qui était relativement bien maillé, en fait, en termes de structure jeunesse et d'espace dédié. Bon, évidemment, avec des territoires dites zones blanches. Et lors de cette intervention de restitution, on a voulu faire intervenir des personnalités ou des personnages un peu extérieurs du territoire, donc notamment Gabriel Légéré qui était parmi nous tout à l'heure, avec l'association Chemin d'Avenir. On a fait intervenir Bertrand Colli, qui a coécrit le rapport sur la parole des jeunes en milieu rural du CESE. Mélanie Gambino, qui est une géographe de l'Université de Toulouse Jean Jaurès, qui travaille entre autres sur les pratiques sociales des jeunes dans les territoires ruraux. Madame Véronique Borde, qui est aussi professeure en sciences de l'éducation à l'Université de Toulouse, qui travaille autour des politiques de jeunesse. Et en fait, l'intervention de ces personnes a eu pour objectif de mettre le focus sur des enjeux qui nous paraissaient un peu centraux, qui revenaient de manière récurrente, c'est-à-dire la notion plurielle de mobilité des jeunes dans les territoires ruraux, la notion des politiques de jeunesse au sens large, et puis, comme on a pu le constater avec Madame Légéré tout à l'heure, la notion de mentorat et d'accompagnement des jeunes. Les perspectives qui ont été proposées et qui ont émané à la fois des jeunes qui ont été consultés, mais aussi des professionnels, on peut dire qu'il y a vraiment un enjeu principal qui, comme vous le disiez tout à l'heure, Madame Lecomte, la structuration et la coordination de politiques de jeunesse partagées et dites intégrées. J'y reviendrai un peu plus tard. Le deuxième point, c'est d'adapter l'information et l'accompagnement des jeunes en matière d'accès aux droits. Et on voit bien qu'effectivement, c'est une problématique récurrente. Ça a été évoqué par l'ensemble des intervenants tout à l'heure. Et puis, on peut dire qu'en filigrane à toutes ces perspectives, c'était comment systématiser la parole des jeunes, comment mieux faire ensemble et comment faire collectif. À l'issue de ça, on a eu l'opportunité d'élaborer, on s'est saisi de cette opportunité d'élaborer un outil cadre qui s'appelle le schéma départemental de services aux familles et d'animation de la vie sociale. Donc là, c'est un petit peu technique, j'y reviendrai un peu après. Mais entre-temps, on a eu l'opportunité d'organiser une première journée, une temps de rencontre départementale co-organisée donc avec l'Université rurale Quercy-Rouergue, mais aussi l'INJEP, qui est l'Institut national de la jeunesse et l'éducation populaire, excusez-moi, par l'intermédiaire de la présence de Jordan Paris, qui est chargé d'études et de recherche sur les politiques territoriales de jeunesse, qui a été organisé début 2020 pour poser vraiment les premiers jalons, les premières bases, fondations des politiques de jeunesse intégrées et comment sensibiliser les acteurs à mieux coopérer et à ouvrir un peu son précaré en termes
de partage de compétences et d'actions conjointes. Donc on est vraiment sur des étapes de construction. Ce que je relate un peu aujourd'hui, c'est non pas des expériences très abouties, mais qui néanmoins s'inscrivent dans le temps et qui pour nous partent du postulat où les fondations sont extrêmement importantes pour pouvoir élaborer des politiques de jeunesse dites intégrées. À ce propos, oui. À ce propos, je vous coupe juste un instant pour dire combien j'ai apprécié la place que vous avez laissée à la méthodologie, au cheminement dans ce rapport. Je trouve que c'est important de le dire parce que j'ai déjà parlé du rapport de mission tout à l'heure de Salomé Berliou qui était vraiment très instructif, très bien fait. Là, c'est un document très différent, mais d'ailleurs, on peut saluer à ce propos sa rédactrice en chef, Estelle Kessler, qui à mon sens, a très bien rendu compte de ses travaux. Et on y comprend votre cheminement collectif. Vous y partagez des outils, vous en parliez là pour la conduite d'ateliers, vos réussites également et vos échecs aussi. Donc c'est intéressant d'avoir un recul sur ce que vous avez fait, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Et je le dis parce que j'imagine que c'est une bonne source d'inspiration pour d'autres collectivités qui se poseraient les mêmes questions. Donc je vous invite tous, et je vous laisse reprendre la parole, à regarder ce rapport d'études qui est très intéressant. Merci. Alors par rapport à ce schéma qui est un outil cadre en fait qui reprend des orientations sur la petite enfance, sur l'enfance, la jeunesse, la parentalité et l'animation de la vie sociale, on y retrouve 12 signataires du conseil départemental, de la CAF, de la préfecture, de la CPAM, l'ARS, je n'oublie d'autres, la MSA, la DSDEN, la Direct, l'UDAF, Pôle emploi, je dois en mettre la CARSAT, voilà. Je pense que le compte est bon et on s'est servi du renouvellement de cet outil cadre pour investir un axe jeunesse qui était absent précédemment et qui nous a permis de préciser, de structurer et surtout d'articuler, entre autres, les actions en matière de jeunesse pour une période de 4 ans. Donc pour nous, ça nous a, c'est en tout cas un axe jeunesse qui nous semble légitime, pertinent, qui est ambitieux. On en a encore parlé hier avec la région Occitanie, notamment par rapport à un point dont je vais évoquer tout à l'heure. Et en fait, on l'a co-construit avec l'ensemble des acteurs jeunesse, et puis il a été co-rédigé, co-écrit avec un conseiller technique CAF, avec lequel on partage beaucoup de points de vue et d'acquaintances, notamment sur le champ des politiques de jeunesse en milieu rural. Alors, je ne vais pas forcément vous relater les axes, etc., mais parce que j'ai vu qu'ils étaient mis dans les questions. En tout cas, il y a 3 gros axes qui, pour nous paraissaient essentiels. C'était soutenir le processus d'émancipation et d'autonomisation des jeunes, dans lequel je vais revenir sur un élément un peu important. Le deuxième axe, c'est comment soutenir à l'émergence ou au renforcement d'un réseau d'acteurs jeunesse, avec plusieurs points. Et enfin, le troisième, qui est celui de renforcer la coordination entre les partenaires institutionnels, dans lequel, effectivement, je ferai le focus sur une action. Premier focus, en fait, qui concerne un outil qui s'appelle la boussole des jeunes, donc qui est un outil numérique qui doit faciliter l'accès aux droits des 15-30 ans, quelle que soit leur situation. Ça leur permet de trouver et d'être mis en relation avec un professionnel qui permet d'avoir accès facilement, de mobiliser les services, des dispositifs, des aides auxquels ils ont droit. Donc en fait, sans forcément rentrer dans tous les détails de cet outil, mais un jeune lambda dans le Lot se géolocalise avec sa ville ou son code postal, renseigne quelques éléments de questions en fonction de thématiques qui peuvent l'intéresser, et du coup est orienté vers ou a la possibilité d'être mis en relation avec un professionnel. Ça mériterait de rentrer plus en détail, mais on n'a pas forcément le temps. Donc il y a un accompagnement individualisé et personnalisé qui peut être mis en place en ce qui concerne à l'heure actuelle dans le Lot l'emploi, l'insertion professionnelle, le logement et très prochainement la santé. On a pu déployer cet outil dans le Lot à une échelle départementale, comme vous pouvez vous en douter, en raison des facteurs tels que l'effectif de jeunes présents dans le Lot, l'éloignement aussi de certains services, mais aussi du contexte territorial local. Donc ça a été un point important pour nous, et il faut savoir qu'il n'y a que 2 boussoles en France qui fonctionnent à l'échelle départementale, le premier en Essonne et l'autre dans le territoire rural, qui est le nôtre, dans le Lot. Alors, on pourrait se dire qu'effectivement, cet outil, il est intéressant, certes, mais on a pris aussi le parti pris d'utiliser, en tout cas, cet outil d'une autre manière, comme
un objet, un outil commun au service de politiques de jeunesse un peu plus concertées. Je m'explique, autour de la table, on retrouve ces thématiques telles que l'emploi, insertion, le logement et la santé bientôt, et en fait, on rassemble autour de cette table les acteurs jeunesse de ces thématiques. Donc en fait, pour nous, on va se servir entre guillemets de l'objet Boussole des jeunes pour fédérer une communauté qui comprend l'État, les collectivités, associations engagées dans les thématiques qui sont déjà déployées. Ce qui est important aussi et ce qui fait écho à travers d'autres territoires, c'est le fait que la Boussole des jeunes possède un modèle socio-économique basé sur la participation multiple et variée à la fois de l'État, du conseil départemental, des 9 communautés de communes qui sont présentes dans le Lot, et celles-ci participent de manière proportionnelle au nombre de jeunes qui sont présents sur le territoire. Il faut savoir que la Boussole des jeunes, c'est le financement d'un équivalent temps plein à hauteur de 40 000 €, et tout ça, ce pot commun est financé à travers institutions et collectivités locales. Pour nous, c'est aussi montrer que collectivement, on peut rassembler autour d'un objet commun. Donc, il est animé par la mission locale, avec une forte implication du réseau InfoJeunes, des Francas, qui portent le réseau des promeneurs du net, par exemple, du réseau des MSAP, des Maisons France Service, il y a très récemment, qui a rejoint notre collectif. Et puis, la Boussole des jeunes fonctionne depuis le 29 octobre 2020. Depuis là, on a plus de 300 visites, et le ratio de jeunes qui vont jusqu'au bout de la démarche, c'est-à-dire qui laissent leur contact et qui sont rappelés par une association ou une institution, est aux alentours de 20%. Donc en fait, on est sur un ratio assez intéressant, mais qui mérite encore d'être un peu approfondi, ce qui ne veut pas dire que l'outil ne va pas jusqu'au bout, parce que le jeune peut, malgré le fait de ne pas laisser un contact, peut avoir une information qui peut le mettre en relation avec un service auquel il peut prétendre. Je passe un peu sur des éléments qu'on peut extraire de l'outil Boussole des jeunes. En perspective, on peut dire qu'il y a le déploiement de la thématique de la santé qui va bientôt être faite, de la formation, du sport et du loisir, de la vie quotidienne, et que l'idée de ce comité de suivi de la Boussole des jeunes, qui est composé des institutions, des acteurs jeunesse, a pour objectif vraiment de constituer un pôle de coopération des politiques de jeunesse à venir. L'idée, c'est de le faire un peu évoluer vers ces éléments-là. Du coup, je voulais revenir faire un focus sur un deuxième point qui est pour nous un peu un corollaire à tout ce qu'on essaye en tout cas de proposer, qui est la création d'un observatoire des jeunesses et des politiques de jeunesse en milieu rural. Juste pour dire qu'effectivement, sur cette notion d'observatoire, on a déjà des collègues dans d'autres départements qui ont travaillé sur ces thématiques-là, notamment dans le département de la Sarthe, dans la Maine-et-Loire. Et puis, on a nos collègues en Occitanie du département de l'Ariège qui sont très impliqués, si on s'arrête à notre région, mais aussi on collabore avec des collègues de Nouvelle-Aquitaine, notamment le département de la Dordogne, pour ne citer que. Cet observatoire des jeunesses et des politiques de jeunesse en milieu rural, pour nous, il va être porté par une association d'éducation populaire qui s'appelle l'Académie territoriale des savoirs en construction, dans lequel est impliqué plusieurs enseignants-chercheurs de l'IUT de Figeac et notamment du département de carrière sociale. Et on peut dire qu'il y a 5 objectifs qui sont fondamentaux pour nous, qui sont le fait d'offrir un accompagnement et un soutien au développement des politiques de jeunesse locales, d'analyser les besoins des publics et les enjeux politiques qui sont forcément liés, d'alimenter le territoire en données observables de manière régulière et d'inscrire l'observatoire dans un principe de coéducation. Donc on a proposé en tout cas des pistes de résultats attendues qui sont effectivement de la dimension du diagnostic, avec le fait de fournir des données et des analyses sur les jeunesses à l'échelle départementale et infradépartementale. Surtout 2 points qui sont fondamentaux pour nous à travers cet observatoire, qui sont à la fois l'aide à la décision politique. Il s'agit en fait de produire des éléments d'analyse et de compréhension afin de nourrir la réflexion des élus et des institutions en charge de la mise en œuvre des politiques publiques concernant les jeunesses, et aussi leur capacité à lancer des expérimentations. Le corollaire à ça, ce sont des formations professionnelles. Il s'agit de contribuer à la formation des acteurs du champ jeunesse, mais aussi des décideurs. Ça, c'est un élément important en ce qui nous concerne, à travers l'organisation de journées professionnelles. Et puis, nos collègues de la CAF sont très attachés à ce qu'on appelle les mesures d'impact social. Donc forcément, ça se ressent aussi dans la couleur de l'observatoire. Et puis, il y a plusieurs actions qui sont proposées à travers la production de données chaudes, la compilation et l'analyse de données un peu plus distanciées, la production de documents ressources, la contribution à des diagnostics de territoire, la diffusion des travaux jeunesse à travers la veille
que va produire cet observatoire, parce qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, sur le champ de la petite enfance, il y avait beaucoup de connaissances. Sur le champ de la jeunesse, c'était un peu plus diffus. Et donc, il y a vraiment une idée de recentrer et de transmettre un maximum d'informations par le biais soit de production écrite, mais par le biais aussi de colloques, de séminaires, de publications thématiques. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, avec la mise en place de formations. Sur cette question de l'observatoire, Véronique Cussac vous demande quel est l'accompagnement en santé que vous comptez mettre en place. Parce que la question, elle est peut-être rattachée à la mise en place de la boussole des jeunes, peut-être. Et donc, du coup, l'objectif, c'est de faciliter la mise en relation d'un jeune en fonction de son attente particulière en matière de santé et bien-être, et puis d'être orienté. Alors, ça serait vraiment un peu long de rentrer dans le détail, mais je vous conseille de taper dans un moteur de recherche Boussole des jeunes. Vous pouvez taper la Boussole des jeunes d'Alençon, par exemple, et vous pourrez vous rendre compte qu'effectivement, comment est structurée la thématique de la santé. Parce que ça prendra un peu de temps là d'expliquer les détails et le cheminement. Par rapport à cet observatoire, effectivement, on collabore avec plusieurs partenaires, ça va de soi, notamment l'Université rurale Kirchberg qui a pu bénéficier à ce titre d'ailleurs d'un poste FONGEP Recherche-Action qui est national et qui va travailler sur le développement social local avec un premier axe de recherche sur les jeunesses en milieu rural, qui va travailler sur, en tout cas observer des choses sur le Lot et l'Aveyron. On travaille aussi, on collabore avec l'IFRAS, qui est l'Institut de formation, recherche, animation sanitaire et sociale, le laboratoire dynamique rurale, la FIGO, et puis surtout, je fais référence au dialogue structuré avec le collectif de jeunes lotois qui s'est constitué pour notamment mettre en place un festival des jeunes et très récemment avec la région Occitanie, voir comment on peut impliquer aussi les représentants du Conseil régional de la jeunesse dans cet observatoire. Je ne vais peut-être pas forcément rentrer dans tous les détails des actions qui vont être menées dans les 3 prochaines années, mais vous dire que effectivement cet observatoire, il est connecté à un collectif d'acteurs, et je voudrais revenir sur un élément qui pour nous est assez important, sur le fait que il est rattaché aussi à la constitution d'un collectif pluridisciplinaire, interdépartemental et interrégional, qui est composé donc de collègues de l'État, conseillers d'éducation populaire et de jeunesse ou de conseillers techniques pédagogiques supérieurs, donc c'est-à-dire l'État, ainsi que des enseignants-chercheurs, des associations, et qu'on est effectivement, je pense à des collègues de l'Ariège, de la Dordogne, avec lesquels on se rapproche sur ces problématiques de politique de jeunesse en milieu rural et avec pour objectif de proposer développer une ingénierie territoriale sur les politiques de jeunesse en particulier sur les territoires ruraux, de mettre en réseau et en résonance les services de jeunesse et sport de l'État et surtout les structures et personnes ressources sur les territoires, de diffuser bien sûr les bonnes pratiques, de produire des analyses et des outils et enfin de capitaliser sur les pratiques qui pourraient être transférables sur les territoires, de proposer des rencontres itinérantes. Bon, aujourd'hui c'est un peu plus compliqué, donc on travaille sur des projets de visio-rencontres qui vont être bientôt proposés à l'ensemble des acteurs, sur lesquels effectivement on aura des approches thématiques comme le fait de poser des bases un peu plus profondes, avoir une autre approche un peu des inégalités territoriales entre jeunesse rurale et jeunesse urbaine, des thématiques comme les modes de sociabilité des femmes en milieu rural, on pense à l'habitat des jeunes sur les différentes formes d'habiter le territoire. Voilà, ça va être un peu des thématiques qui vont nous occuper, en tout cas qu'on va proposer dans le cadre de cette coopération interdépartementale, interrégionale qui est fortement liée à l'Observatoire des jeunesses qui est proposé dans le Lot. Bon, j'ai essayé de condenser la présentation. Voilà. En effet, je vois bien et je sais que c'est compliqué. Il y a néanmoins deux questions. Alors, la première de Marie-Josée Moisset, et qui, j'imagine, là aussi se rattache à la boussole des jeunes. Quels sont les besoins exprimés par les jeunes? Et je vous pose la deuxième également de Nicolas Fourcade, qui demande si la MDA est associée sur les questions de santé des jeunes, notamment. Alors, je vais reprendre la dernière question. Effectivement, alors dans le département du Lot, la maison des adolescents a été diligentée, en tout cas missionnée par l'ARS comme la structure coordinatrice en matière de santé des jeunes sur le territoire. Donc, pour nous, c'est un élément prépondérant, pivot en fait, ou en tout cas d'interface entre l'ensemble des acteurs du champ de la santé. C'est un élément sur lequel je ne suis pas forcément revenu depuis tout à l'heure, mais un des postulats principaux qu'on a mis en avant dans le cadre de l'étude Généruralité et qui nous sert un peu
de fil d'Ariane, c'est ce qu'on a appelé la présomption de compétence. C'est-à-dire qu'effectivement, nous, État, on a l'objectif aussi de fédérer un maximum d'acteurs autour de la table en n'ayant aucune prétention de connaissances très pointues en matière de santé des jeunes. En revanche, les partenaires, le réseau, mobiliser les acteurs, ça c'est pour nous un élément important, comme je pouvais l'expliquer dans le cadre de nos missions. Et bien sûr qu'on s'appuie fortement sur la Maison des adolescents qui a par ailleurs dédié un peu de temps de travail pour nous faciliter la tâche sur le déploiement de la thématique santé-bien-être des jeunes. Exprimé en matière d'accès au droit, effectivement, on a pu le ressentir dans le cadre de l'étude qu'on a pu mener, où effectivement, Madame Légéré en parlait tout à l'heure, mais aussi monsieur du campus connecté dont j'ai perdu le nom, excusez-moi, mais qui revenait aussi sur l'éloignement, sur cette difficulté d'avoir accès à des services, et c'est remonté de manière assez forte sur faciliter l'accès au droit, en tout cas de réduire le non-recours au droit, qui revenait de manière assez forte. Donc cet outil a été expérimenté auprès de jeunes, a été remodulé. Et il faut savoir que ce n'est pas un outil propre au territoire ou à quelques territoires. C'est un outil national qui est développé par la direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative. Et une instruction de déploiement nous lie en fait à son déploiement. Et à l'horizon 2022, il doit y avoir une boussole des jeunes dans chaque département. Alors soit à l'échelle départementale, soit à l'échelle d'une communauté de communes ou d'une commune ou d'une métropole. Voilà. Vous avez les informations qui sont sur le site de la boussole des jeunes. On va s'arrêter là parce que malheureusement, il est très tard. C'était passionnant. Je vous remercie infiniment. Rachid Dam et Gabriel Ligoré un peu plus tôt ont dû nous quitter puisqu'ils avaient des engagements par ailleurs. Voilà, merci infiniment à nos intervenants d'avoir accepté notre invitation et merci à vous tous d'avoir participé à ces échanges. Merci. Au revoir.